coup, tu me dis quand c'est bon. Donc, je suis ravi d'être accueilli en fait aujourd'hui à la Cave Poésie. C'est plutôt dans ce sens-là. On vous invite du coup sur cette chaîne Twitch, mais on est à la Cave Poésie en présence de Clémentine Ponce, du coup, qui est responsable de la communication à la Cave Poésie. Oui, c'est ça. Et de Hugo, qui fait son service civique. Par contre, je n'ai pas ton nom de famille, tu peux le donner? Hugo Bornstein. Très bien. Et du coup, tu es en service civique à la Cave Poésie. Exactement. Et tu as travaillé sur l'événement Love Me Tender qu'on va présenter au cours de cette émission. Tout à fait. Pour présenter un petit peu rapidement les petits papiers, nous, ce qu'on a comme objectif à travers cette chaîne Twitch, c'est de présenter différentes structures culturelles, que ce soit des lieux où il y a des spectacles qui se passent comme la Cave Poésie, mais aussi il y a d'autres événements qui peuvent se passer dans ces lieux-là. On est aussi intéressé par des lieux d'association, par tout ce qui en fait regroupe l'action culturelle et le travail avec les artistes et le travail donc, de relations publiques aussi. Ça nous intéresse beaucoup de parler de tout ça. Donc c'est pour ça que là, l'émission va se concentrer exclusivement donc, sur la Cave Poésie. Et là, en l'occurrence, moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est un petit peu, au vu des temps de confinement qu'on connaît aujourd'hui, la Cave Poésie en tant que lieu, comment est-ce qu'elle se situe par rapport à tout ça, et aujourd'hui, comment est-ce qu'elle continue d'exister malgré le confinement et malgré les problématiques qu'on connaît aujourd'hui? C'est assez compliqué d'y répondre parce que c'est très large en fait, mais puis finalement ça fait longtemps aussi qu'on est touché par les fermetures, confinement, couvre-feu, etc. On a essayé au début vraiment de rebondir, notamment au niveau des couvre-feux, on changeait nos horaires pour faire des spectacles plus tôt, pouvoir accueillir les spectateurs plus tôt, etc. Mais on s'est vite rendu compte qu'on se heurtait quand même à des murs puisqu'on n'arrivait pas à trouver finalement de vraies solutions pour accueillir tout le monde et que ce soit agréable en fait. Et du coup on s'est dit prenons le problème à l'envers et essayons de trouver des solutions, pas forcément ici, pas forcément sous les formes de spectacles qu'on a l'habitude de programmer et qu'on connaît. Et du coup, déjà on avait monté en fait au premier confinement, le premier jour du premier confinement, une web radio qui s'appelle Radio Cavpo, qui était un peu notre première solution pour pas forcément proposer des spectacles, mais pour garder un lien avec le public et pour dire qu'on est toujours là et pour continuer à faire des propositions et pour nous aussi pas devenir fous à rien faire quoi. Bien sûr, bien sûr. Et au-delà de ça, parce que ça on va en parler de la Radio Cavpo effectivement, la Cave Poésie en tant que lieu, vous à l'année, hors confinement et hors période de... c'est un lieu qui déjà aussi accueille plein de formes différentes, je me trompe peut-être. Non, c'est ça. Et vous organisez régulièrement des événements comme ça, donc c'est un lieu qui déjà est plutôt, qui utilise plein de formes différentes en fait pour faire parler les artistes, etc. Juste pour qu'on présente un petit peu aux gens qui ne connaissent pas la Cave Poésie, vous vous centrez exclusivement du coup sur des écritures, sur de la poésie, ou est-ce que ça va plus loin que ça? Alors ça va plus loin en effet. On est un lieu, on s'appelle lieu des littératures en scène, mais finalement, comme tu le dis, ça peut prendre plein de formes. C'est-à-dire que ça peut être des lectures de poésie, ça peut être des rencontres autour de poètes ou de formes poétiques, mais ça peut être aussi du théâtre, de la chanson, ou ce qu'on appelle effectivement, ce dont tu parles, je pense, des événements marathons, des événements hors normes, qui sont des sortes de marathons comme ça, de 24 heures de lecture ou de 24 heures de musique. Toujours autour des littératures ou de la jeune création ou c'est très varié. Des formes hybrides. Complètement, c'est très varié. Et du coup, pour Hugo, toi tu as intégré quand l'équipe de la Cave Po? Moi j'ai intégré l'équipe de la Cave Poésie le 15 octobre très précisément. Très bien. Et toi, tu connaissais déjà la Cave Poésie avant de venir? Oui, je connaissais vaguement la Cave Poésie par mon père qui est un habitué des lieux. D'accord. Et tu étais déjà venu aussi assister des spectacles, etc. J'étais jamais venu. D'accord. J'étais jamais venu à la Cave Poésie. Voilà, j'ai vu cette annonce sur le site du service civique. Ça me paraissait tout à fait attrayant. Et j'ai postulé, j'ai passé mon entretien qui s'est plutôt bien passé. Apparemment. Exactement, ouais. Trop bien. Et toi, de ce que tu connais du théâtre ou du spectacle vivant ou de ce genre de structure, qu'est-ce que tu remarques, toi, au fil du temps, en étant à la Cave Poésie et au niveau justement de... Comment dire, est-ce que
toutes ces formes que peuvent appréhender la cave poésie, est-ce que toi, ça te plaît concrètement? Bah oui, moi c'est un peu particulier et c'est ça aussi qui fait que l'expérience que je vis à la cave poésie est assez unique. C'est que quand je suis. En fait, j'ai pas vu une seule semaine type à la cave poésie, étant donné que je suis arrivé pour le confinement, les couvre-feux, voilà. Oui, donc Ce qui fait que en fait, c'est super intéressant de voir justement qu'est-ce que peuvent proposer une salle de spectacle comme la cave poésie pendant ces temps difficiles. Mais pour ce qui est en termes d'ambiance de travail, par exemple, où tu vois tout le temps de recherche, de continuer à vouloir proposer quelque chose, je suis surpris en fait de l'inventivité dont fait preuve Yann, Clémentine et toute l'équipe de la cave poésie. À laquelle tu participes aussi. À laquelle je participe aussi, même si je ne suis pas l'investigateur des projets. Non, mais j'ai cru entendre, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai cru entendre que tu avais activement participé à la création de l'événement qui arrive ce week-end, qui est Love Me Tender. Oui, c'était... Je voudrais, parce qu'on n'a pas Yann, malheureusement, il va arriver, il a un petit problème personnel, mais c'était un peu pour faire aussi une présentation historique aussi un petit peu de la cave poésie. Je ne sais pas si toi, Clémentine, tu es en mesure un petit peu de nous en parler, de comment ça s'est construit ce lieu, tout ça. Ouais, alors effectivement, Yann en parlera peut-être mieux que moi, mais je peux dire 2 mots. En fait, la cave poésie, donc qui s'appelle maintenant la cave poésie René Gouzen, en fait, elle a pris le nom de son créateur. Ouais. Donc René Gouzen qui a créé la cave poésie en 67. Donc René Gouzen, c'était un instituteur, homme de théâtre, metteur en scène, acteur, etc. Et il a trouvé cette cave en sous-sol où il a commencé à faire des ateliers de littérature, des ateliers de poésie. Au fil du temps, disons que la cave poésie s'est étoffée, donc parce qu'il faut imaginer qu'avant c'était un sous-sol, voilà, c'était une cave en terre battue et il se retrouvait là pour parler poésie, faire des lectures, etc. Et dans les années 80, c'est la salle du haut qui a été investie, que nous on appelle le foyer, qui est donc cette salle-là, avec le bar et une scène, donc c'est une salle de spectacle. Et René Gouzen a dirigé la cave poésie jusqu'à sa mort en 2007. C'est à ce moment-là que la cave po a pris son nom. On dit la cave po, mais que la cave poésie s'appelle maintenant la cave poésie René Gouzen. Ouais. C'est un peu long à dire, c'est vrai que cave po voilà, c'est plus pratique, mais le nom officiel c'est ça. Ok. Voilà, et c'est un lieu qui a toujours voulu travailler autour des littératures et autour des créations hybrides, de la pluridisciplinarité, des artistes du coin aussi, des jeunes artistes à accompagner aussi. Complètement. Des talents émergents. Des talents émergents. Non mais oui, bien sûr, et d'ailleurs c'est ce qui ressort, je trouve, en général des actions de la cave poésie. Pour que les gens aient un peu une idée, vous accueillez à peu près combien de compagnies par an? Que ce soit en termes de spectacles, de concerts, même pour les marathons, pour que les gens aient un peu parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte, mais une notion de la masse d'acteurs qui passent ici, quoi. C'est très très difficile à dire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, effectivement. Mais je pense que je ne pourrais pas répondre sous cette forme-là, mais par contre, je peux dire qu'effectivement, on est ouvert tout le temps, on ne ferme jamais. À part une semaine début janvier et une semaine début juillet à peu près, et encore, il y a souvent des choses, et qu'on accueille des spectacles du lundi au samedi, parfois le dimanche, et qu'on accueille à peu près 3 artistes ou compagnies par semaine, et que sur les événements marathons, ça peut aller jusqu'à 100-150 artistes. Voilà. Par exemple, je sais que moi j'avais vu aussi des choses, vous invitez plein d'artistes, mais plein d'artistes qui viennent effectivement de tout horizon. Ouais. Tout horizon. Et moi je me souviens avoir vu aussi des lectures incroyables de... Mince, j'ai pas le nom, j'aurais pas dû commencer cette phrase. C'est Les Amoureux du Pont-Neuf, comment il s'appelle cet acteur formidable qui vient régulièrement ici? Je ne l'ai plus, je suis bloqué. c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Régulièrement, il y en a pas mal qui viennent régulièrement. Mais oui, mais c'est... il avait fait les lectures du Capitaine Cook. Ah, Denis Lavant. Denis Lavant, merci. Denis Lavant, ouais. Oui, tout à fait. Je sais, voilà, il y a des artistes comme ça assez reconnus et en même temps, au même titre, il y a énormément de jeunes compagnies qui passent ici. En l'occurrence, je sais de quoi je parle puisque je suis accueilli moi-même ici pour la création de mon spectacle. Donc c'est vrai que c'est assez formidable d'avoir un lieu comme ça qui s'ouvre autant aux artistes, qui s'ouvre autant à des nouvelles formes. Et d'ailleurs, les formats marathons, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant parce que je ne connaissais pas beaucoup de lieux de mon côté qui proposaient ce genre de format-là.
Et c'est vrai que vous êtes vraiment... Est-ce qu'on peut parler un peu des formats que vous avez créés jusque-là, des formats marathons, des différents qu'il y a eu? Ouais, en fait, on a 3 rendez-vous dans l'année. On a 3 rendez-vous dans l'année, dont 2 marathons, qui sont vraiment des gros rendez-vous qu'on pourrait appeler des mini-festivals. Le premier, c'est en septembre. Alors, c'est pas un marathon, pour le coup, c'est 2 jours. Mais la nuit, on dort. C'est chez René, c'est un bazar littéraire. C'est un salon des éditeurs, des éditrices indépendantes de la région. Donc, c'est vraiment sous forme de salon du livre. On investit tout le lieu de la cave poésie, que ce soit les 2 salles, la cour, les loges. Vraiment, tout l'espace est investi avec des stands d'éditeurs et d'éditrices. Il y a des lectures aussi dans la cave. Il y a des ateliers en général de choses autour du livre, donc de reliure, de typographie, voilà, avec des intervenants. Ça, c'est le premier événement, qui est un gros morceau déjà pour démarrer la saison. Le deuxième, c'est en novembre, début novembre, le premier week-end de novembre en général. C'est les 24 heures de l'accordéon. C'est le premier marathon de la saison. Et là, c'est 24 heures d'accordéon non-stop. On commence, alors, je ne sais plus si on commence le soir ou le matin, le soir, je crois, puis on finit le soir d'après. Et là, on a effectivement une centaine d'accordéonistes qui se relaient pendant 24 heures. Et sur des partitions de quel genre En fait, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Ah, j'entends Yann qui arrive. Il y a vraiment de tout. Pour le coup, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on adapte aussi aux heures de la journée, mais ça va de l'accordéon foro, balforo la nuit, à l'accordéon rock, en passant par le musette, le classique, etc. C'est génial. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis, voilà, après, évidemment, on ne va pas mettre du balforo à 8h du mat', quoi. C'est vraiment dans la nuit, puis après, on enchaîne avec des choses plus calmes le matin. Je précise juste quelque chose pour les gens, qu'ils n'hésitent pas dans le chat, s'il y a un peu de monde, à poser des questions, si jamais, et on y répondra à la fin, tous ensemble. On réunira toutes les questions, et puis on les posera à la fin, si jamais il y en a. Pardon, continue, du coup, je t'ai coupé. Pas de souci. Et le troisième gros rendez-vous, c'est Love Me Tender, donc qui arrive ce week-end. Exactement. Qui est, donc j'en dis pas trop parce que je laisserai quand même on va en parler, Hugo raconter, mais c'est aussi un marathon de 24 heures de lecture de lettres d'amour. Donc on accueille Yann. Viens Yann, rentre. Salut Yann. Pose ton manteau. Donc Yann, on est ravis. On était déjà en train de parler du coup de la cave poésie, du lieu, un petit peu de toute la programmation que vous avez hors confinement et en confinement. C'est un peu problématique de dissocier les deux. Peut-être que tu vas pouvoir compléter certaines choses aussi de ton côté. Je voulais savoir un petit peu, mais Clémentine l'a très bien présenté, le lieu, l'histoire du lieu aussi, c'est intéressant pour les gens qui ne connaissent pas la cave po par exemple, de savoir, donc là on a un peu éludé sur aussi le fait que c'était un centre où il y avait beaucoup d'artistes différents, beaucoup de formes différentes, et que vous entreteniez ça. Clémentine nous a parlé aussi de René Gouzen qui a créé cette cave avec la terre battue et tout le monde qui essayait de dire de la poésie, et que c'est un lieu qui a beaucoup évolué, dont tu es le directeur. Et on est ravis déjà de t'avoir ici et de t'entendre un peu parler de la cave, parce que voilà, je pense que ce sera bienvenue, mais je pense qu'on vous l'a déjà dit, c'est moi qui suis en retard. En fait, effectivement, la cave, voilà, c'est le premier théâtre de poche de la ville, 1967. Et il y a toute une génération d'artistes qui a commencé ici parce que c'était le seul théâtre en dehors du Sorano, quoi, qui était la scène nationale, enfin le théâtre de la ville, quoi. Bon, je ne parle pas du Capitole, l'opéra. Il y a plein de jeunes artistes qui ont débuté ici, et René Gouzen, voilà, les anecdotes moi que j'en ai, c'est qu'il se mettait dans la cave en haut du gradin, et puis n'importe quel artiste pouvait venir, allez, vas-y, joue. Et voilà, il y a Bernardo Sandoval qui est un très grand guitariste flamenco qui a eu le César de la meilleure BO en 98 pour le film de western de Manuel Poirier. Il s'est pointé là, il avait 17 ballets, il a joué, et une semaine plus tard, René Gouzen lui filait les clés en lui disant allez, vas-y, joue, t'as une semaine là, tu fais ce que tu veux, quoi. Ça me fait rebondir d'ailleurs, parce que vous avez un événement qui est génial et dont on n'a pas encore parlé, c'est les Nuits de la Pleine Lune. Oui, voilà, ça c'est exactement une de ses inventions aussi. Ça c'est au début des années 90, je crois qu'il a inventé ça. Tous les soirs de pleine lune, depuis le début des années 90, à la cave po, c'est une scène ouverte où n'importe qui peut venir. Et les anecdotes, c'est qu'au début, il y avait la queue jusque dans la rue, que le Gouzen s'improvisait un peu le MC de la soirée. Et toi, tu veux faire quoi dans la file d'attente, quoi. Et les gens venaient, allez hop. Une scène ouverte en fait. Complètement. Ouais. C'est génial. Complètement. Et donc voilà, il y a des artistes comme Marina Foïs, avec les
Robin des Bois, tout ça, Bien enfin, sûr. bon, qui est aujourd'hui une actrice incroyable. Ben, le premier spectacle qu'elle a fait, c'était Les Femmes Savantes, avec 3BC Compagnie, Juliette. Enfin voilà, il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes qui ont débuté là. Côté poésie, c'est moins connu, évidemment, c'est un art qui est moins... Mais quand la cave a été créée, en 1967, il y a toute une génération de poètes toulousains qui avaient 17-18 ans à ce moment-là, qui ont vraiment été accueillis par René Gouzen, qui à l'époque, lui, il en avait 35, donc c'était vraiment le grand frère, quoi. Et il a accueilli comme ça Bruno Ruiz, Serge Pey, Philippe Berthaud, qui ont eu des carrières différentes. Bon, Serge Pey, c'est le plus connu. Il a reçu en 2017 le prix Guillaume Apollinaire, qui est un peu le prix Goncourt de la poésie en France, quoi. Il a aussi eu la même année le prix de la Société des gens de lettres. Donc il a une reconnaissance officielle qui vient couronner une carrière de plus de 40 ans où il est dans le monde entier, très connu. C'est un très grand poète. Et donc voilà, il a vraiment grandi ici. La cave s'appelle René Gouzen, mais elle pourrait très bien s'appeler René Gouzen Serge Pey. Enfin, c'est vraiment un lieu qu'il a fait à sa mesure. Serge Pey, il a fait venir ici Allen Ginsberg, qui est le grand poète de la Beat Generation, hein, le pote de Jack Kerouac, celui qui a écrit Sur la route. Bon, Allen Ginsberg, il a écrit par exemple The Hole. Et voilà, en 1988, je crois, voilà, il y avait Ginsberg qui était là. On a quelques traces sonores de ça. Donc c'est un lieu qui respire ses présences vraiment incroyables. Et tu continues d'entretenir ça aussi. Je parlais de Denis Lavant juste avant d'oublier son prénom aussi. J'ai eu un petit bug. Mais oui, moi je me souviens avoir vu Denis Lavant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un lieu où alors toi, tu continues d'entretenir ça et d'être friand de ça. Et d'ailleurs, tu parles de Serge Pey. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu de ce monsieur parce que il a fait une grande action il n'y a pas longtemps devant les portes de la cave Poésie. Ouais. Et ça me permettra d'enchaîner avec ce qui nous intéresse aussi maintenant, c'est le format Radio CavePo et comment vous en êtes venu à créer ce format et comment aujourd'hui il est nécessaire pour garder du contact avec les publics. Et donc d'abord je voulais commencer par Serge Pey qui a fait cette intervention devant la CavePo qui a été filmée, que vous avez mis sur vos réseaux. Ouais. Et voilà. Alors, c'est assez symbolique, je trouve, comme geste. Serge, c'est un grand poète d'action, un poète performeur. Donc, il a une œuvre écrite, publiée, qui est immense, vraiment, à la fois dans de la poésie, mais aussi dans la prose. Il a publié, dans les années 2000, deux recueils qui s'appellent Les Trésors de la guerre d'Espagne et La boîte aux lettres du cimetière. Ce sont des petites nouvelles qui ont été... qui ont gagné le prix Goncourt des lycéens, et c'est pas étonnant parce que c'est une langue en prose qui est pure, vraiment très simple, et il raconte tout son vécu, lui, en tant que fils d'immigré, immigré espagnol, avec son père qui a traversé la frontière, et son enfance dans Toulouse. Je vais profiter de ça. Flore, est-ce que par hasard, tu peux donner par hasard les titres de ces romans sur Twitch pour les gens, si jamais ils ont envie? Tu l'as fait? Ouais, c'est trop bien, super. Voilà, donc et puis une œuvre poétique énorme. Alors Serge, c'est un poète marcheur. Une de ses particularités, c'est qu'il écrit ses poèmes, certains de ses poèmes sur des bâtons. Et il va dire ses poèmes en faisant tourner le bâton dans sa main. C'est un poète marcheur qui allait de Toulouse jusqu'à la Méditerranée. C'est un poète qui est tourné vers l'Amérique du Sud. Ça a été un ami d'Octavio Paz. Il a rencontré des monstres de la littérature contemporaine dans sa vie. Il a expérimenté le peyote avec les Tarahumaras. Il a fait plein d'expériences comme ça. C'est un poète sorcier, un poète chamanique. Il faut aimer cette poésie-là. C'est une poésie qui est tellurique. Il convoque un monde chaque fois qu'il agit. Bon, moi j'aime ça. J'adore Léo Ferré. C'est la même veine, quoi. C'est des poètes mondes. Et Serge, c'est un phare. C'est-à-dire qu'il a comme ça parfois des formules définitives qui nous portent debout, qui nous tiennent debout comme ça. Et alors, c'était quoi le début de ta question? J'ai bien senti, mais c'est intéressant parce que justement, c'est en fonction de cette action qu'il a menée devant la cave Poésie au moment du confinement. Alors, évidemment, quand nous, on a...
quand on s'est rendu compte que les lieux de théâtre allaient rester fermés et que les lieux de culte allaient être ouverts, et que les magasins aussi, c'est des gestes qui sont trop graves pour rester comme ça, pour qu'on reste silencieux, quoi. Donc on a imaginé des actions, et la première, ça a été celle de proposer avec Serge une performance devant la cave. Et en fait, cette performance s'est terminée par un poème très beau sur la porte, et où il dit qu'il faut toujours laisser une porte ouverte. Toujours. Et finalement, le geste le plus révolutionnaire qu'on a fait ce soir-là, ça a été d'ouvrir la porte. Mais en fait, ça a été un geste poétique absolument fondamental et vital pour plein de gens. Et en fait, Serge, voilà, il va poser des actions comme ça. Une fois, je l'ai amené dans un collège et il avait demandé à tous les élèves d'amener une pomme. Et il explique que c'est un poète, que le poète, il doit avoir un bâton, parce que le bâton, ça sert à se battre, ça sert aussi à se tenir si on trébuche, ça sert à marcher, ça permet de lire les poèmes, etc. etc. Et il dit que le poète, c'est celui qui regarde le monde différemment. Et il prend la pomme d'un homme, et il l'ouvre comme on ouvre tous une pomme, quoi. Parce qu'évidemment, tout poète a un couteau pour se défendre, pour partager le pain. Et donc, évidemment, le couteau qui s'ouvre, quoi, comme le Corse dans Astérix. Comme ça, il prend la pomme, il l'ouvre, et il montre au homme. Il dit, mais là, il n'y a rien. Bon, nous, en adulte, on pourrait y voir un sexe de femme, des choses comme ça. Mais bon, là, on ne voit rien. Mais moi, je prends la pomme comme ça, et je la coupe par l'endroit où elle roule. Et plac. Et là, je fais apparaître les étoiles. Et il ouvre la pomme, et comme il la coupe dans l'autre sens, il coupe les pépins au milieu et il fait apparaître le cœur de la pomme. Ah, c'est joli. Et je mange les étoiles. Plac, plac. Et là, tous les mots, moi, qui veut manger les étoiles? Moi. Et là, il y a le poète qui vient et bla, bla, bla. Et les mômes, mais c'est sûr que plus jamais de leur vie, ils vont manger une pomme normalement. Plus jamais. C'est génial, mais bien sûr. Ils vont voir les étoiles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des gestes comme ça qui posent. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on en parle. Donc, tu vois la performance qu'il fait. Parmi ses performances, il a fait il a des gestes poétiques comme ça. Et là, il a fait une des performances qui s'appelle les drapeaux. Et en fait, le geste qu'il propose, c'est tout simplement, mais c'est parce que c'est simple que c'est fondamental. Il met le feu à son texte. Et il dit son texte avec l'urgence parce que le feu est en train de le... Il faut qu'il le finisse avant. Et il tient son texte comme ça, comme un drapeau qui brûle. Et donc, il propose quelque chose là, tu vois. La poésie, c'est ça, c'est ce feu. Les poètes sont ces porteurs de feu. Enfin, c'est Prométhée, tu vois. Et il y a une vraie nécessité à ça en plus aujourd'hui, surtout dans les moments qu'on connaît. Et d'ailleurs, moi c'est ce que je voulais vous demander un petit peu maintenant qu'on a parlé un peu de la cave poésie et parlé un petit peu de ces temps de confinement. Comment est-ce que ça va, vous? Je veux dire, en tant qu'équipe artistique qui travaille dans un lieu, comment est-ce que vous allez? Parce qu'on n'entend pas beaucoup des gens, non c'est vrai, je trouve, on n'entend pas beaucoup des gens qui viennent de ces lieux-là, qui vivent cette crise en ce moment et qui en parlent. Donc moi j'aimerais bien savoir comment vous allez. Clémentine, comment ça va? C'est la déprime, hein. C'est vrai? Bah ouais. Et même le fait d'organiser des événements comme ça maintient pas un feu, justement? Si, bah, ça fait du bien. Là, on va en parler aussi, je pense, mais Oui. on a fait un concert en vitrine la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, la semaine dernière. Et on est sortis de là, on était tous... on avait repris de l'énergie, quoi. Ça se sentait entre nous. On est tous arrivés à la cave de bonne humeur, quoi. Mais sinon, c'est un peu la loose, ouais. C'est un peu la loose. Toi, Hugo, qui vient d'arriver dans l'aventure, comment tu ressens ça? Eh ben, écoute, moi ça va. On disait tout à l'heure en réunion d'équipe qu'on entretenait chacun notre déprime. C'est un peu le... Ah ouais? Non, c'est anecdotique. Mais oui, ça va super. Écoute, même si comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas pu encore voir vraiment une semaine type à la cave poésie, quand même, mais Il y en a pas. il y en a pas. Ce n'est que rebondissement. Mais ouais, ça va super. Ouais. Bon, tant mieux. Et toi, tes journées, Yann?
Non, c'est vraiment vraiment la dépression, quoi. Vraiment. Autant le premier confinement, moi je l'ai super bien vécu. Mais vraiment, c'était génial, quoi. Putain, une pause dans la vie, c'était absolument énorme. Ouais, Ce moment offert, tu c'était vois. marrant, ouais. On a créé Radio Carpo comme ça, on avait le matériel. Moi, j'ai une copine qui vit à Rome et en Italie, ils avaient 10 jours d'avance sur nous, quoi, à l'époque. Donc, elle me disait, non, mais là, la semaine prochaine, vous êtes confinés. Alors, bon, moi, j'y croyais pas, mais je le disais à l'équipe. Je dis, moi, la semaine prochaine, il paraît qu'on est confinés. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au cas où, parce qu'on n'y croyait pas. Bon, ben allez, on a la radio, allons, on fait une radio. Ok, d'accord. Et vous l'aviez pas déjà avant la radio? On l'avait avec Love Me Tender. D'accord. Donc, mais on la sortait une fois par an, tu vois, le 14 février. D'accord. Donc là, ben voilà, confinement, bam, alors là, cette pause incroyable dans nos vies, ce monde d'après que nous promet Emmanuel Macron, putain, c'était là, tu rêves, quoi, t'y vas. On s'est éclaté, ouais. C'était marrant. Enfin, moi, je sais pas, je me souviens, j'étais toute seule chez moi, je sais pas, c'était marrant, on se faisait des trucs à distance. Yann était chez lui, moi j'étais chez moi, les auditeurs ils étaient chez eux. Il y avait un truc super. Un peu ludique et on réinvente quelque chose en fait. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Le deuxième par la suite. Mais d'ailleurs, c'est assez fou de voir que pas mal de structures finalement, avec ces temps de confinement, ont commencé à créer des radios. Il y en a plusieurs. Il y a le théâtre de Tremblay en France. Et je sais qu'on m'a annoncé il y a peu qu'il y avait le Centre chorégraphique national de Grenoble, qui aussi a lancé sa radio. Il y a aussi Jonathan Capdevielle qui a lancé une radio. Donc en fait, c'est devenu une nécessité en fait ce format-là. Et en quoi est-ce que le format radiophonique d'une vous permet de garder du contact avec le public et de l'autre se rapproche un petit peu de ce que vous deviez présenter à la base? Et comment est-ce que ça remplace votre programmation? Est-ce que ça remplace votre programmation déjà? Non. Disons que c'est un format qui est bien parce que c'est un univers en soi. La radio, c'est quelque chose. C'est un média en lui-même dont on peut s'emparer et ne pas se sentir amputé de quelque chose. Alors que quand on va sur Zoom ou quand on essaye de faire une représentation filmée, mais c'est pas ça le théâtre. Le théâtre, c'est presque, je dois pouvoir toucher l'acteur, quoi. Sinon, je vais au cinéma, je regarde du cinéma, mais c'est pas du théâtre filmé. Et alors que la radio, c'est un espace déjà, c'est un espace sonore qu'on peut habiter. Tu vois, c'est pour ça que je pense que c'est un très bon média et qui ne fait pas sentir que c'est une alternative forcée au confinement. Ouais. C'est un espace de création en soi, vas-y, en partant. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, de ce point de vue-là, est-ce que du coup, ça te donne envie, après, si les temps reviennent un petit peu plus cléments pour le spectacle vivant, est-ce que toi, ça vous donne envie, de continuer d'exploiter aussi ce format en parallèle de la CAFPO? Ou est-ce que vous n'aurez pas le temps si la reprise des spectacles se fait? Moi, je dis que mon boulot, c'est pas d'être animateur radio. Très bien. Non, mais tu vois, c'est pour savoir, clairement. L'outil, une fois qu'on... En fait, c'est ça, tu vois, c'est comme les Incas, tu vois, qui n'ont pas inventé la roue. Tu vois, et ils se faisaient chier, putain, à porter les trucs, tu vois. Et pourtant, alors je dis les Incas, mais c'est peut-être les Mayas, hein. Enfin, c'est en dessous là-bas, c'est en Amérique du Sud, quoi. Et pourtant, les archéologues ont trouvé des jeux d'enfants où il y avait des roues. Oui, mais ils n'ont pas... Okay. Mais ils n'ont pas fait le pas, tu vois, de bam. Et finalement, on pourrait dire que c'était pareil. Tu vois, depuis 5 ans, on avait cette radio qui était là, qu'on utilisait une fois par an, mais on n'avait jamais eu la nécessité vraiment de s'en emparer. Et donc, bon, on n'avait pas perçu toutes les potentialités qu'on pouvait avoir. Là, on a ouvert cette porte radiophonique et ça nous a débloqué plein de situations qui, dans la vie normale, auraient été insolubles. Je te donne un exemple. Voilà, on avait prévu de se faire la lecture intégrale donc, du Chant général de Pablo Neruda en octobre, avec des auteurs immenses, quoi, chiliens, mexicains, des très grands noms de la poésie mondiale qui vivent là-bas et qui auraient dû venir à Toulouse pour lire ça ici.
Et le confinement, et c'est évident qu'ils ne pourront pas venir, et putain merde, notre événement il tombe à l'eau. Mais non, pas de souci, il y a Radio Cafpo. Ils sont chez eux, mais pas de souci, ils vont lire Neruda depuis Santiago du Chili, depuis Mexico. Ah, celui-là il est au Japon, mais il n'y a pas de souci, mais au Japon si tu veux, mon gars, il n'y a pas de problème. Et donc ça nous a ouvert des perspectives vraiment géniales, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question de savoir si ça vous donne envie après de continuer. Mais donc c'est un outil qu'on a de plus, c'est une corde de plus qu'on a à notre arc. Mais nous, notre rôle, c'est pas d'être Animateur radio. Canal Sud ou FMR. Ils font très bien leur taf. C'est d'accueillir du public, du vrai là. C'est de pleurer avec des gens, d'applaudir avec des gens, de rire avec des gens, d'avoir du vivant, du corps. Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut distinguer aussi dans ce que fait la Cave Poésie en termes d'action, c'est la nécessité de pouvoir continuer à garder du contact par le biais de la radio et justement des actions comme celle de Serge P pour pouvoir continuer de garder du vivant aussi à travers ce spectacle-là. Donc c'est intéressant d'entendre que pour des structures culturelles et que ces médias-là aujourd'hui sont utiles, mais uniquement dans cette période-là. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément... Mais ça va peut-être faire naître des nouvelles idées. Moi, c'est ça que je me dis. Disons qu'en fait, ça remplace pas le commun. C'est-à-dire que, je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé, par exemple, pour Game of Thrones, ou pour il y a très longtemps Dexter, tu vois, avec des potes, on adorait cette série. Et pourtant, la série, c'est vraiment le truc que tu regardes tout seul, quoi. Tu vas te regarder les 12 épisodes là en une nuit, putain, c'est trop génial et tout ça. Bon. Et ben même ce truc-là où tu es tout seul, ben moi ça m'est arrivé sur Game of Thrones ou Dexter ou d'autres, de me retrouver en fait avec des potes pour se regarder l'épisode et après le discuter, tu vois. Et la culture, c'est bien ça, c'est bien être ensemble. C'est bien dire, putain, là t'as vu, mais Jon Snow, mais c'est pas possible, avec Ygritte, mais comment ils vont faire? Ah putain. Tu l'as pas vu? Non. La jeune génération, c'est pas énorme, ça. C'est incroyable. Bon, alors j'en parle pas plus, quoi, mais je te dis pas qu'il meurt à la fin, alors. D'ailleurs, on va en profiter. Hugo, toi, c'est quoi ton rapport justement aux médias radiophoniques? Tu écoutes de la radio ou... Oui, bah écoute, quand je fais à manger le soir, je me mets un petit France Culture, je sais pas de quoi on parle, mais c'est super intéressant quand même, quoi. Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi aussi j'écoute la radio et j'ai l'impression que c'est un média qui se démode jamais. Oui, mais tu vois, mais donc voilà, ce que je te disais, c'est que voilà, même pour ces trucs-là, que normalement on est tout seul, finalement on se refait du commun pour se regarder la série ensemble. Et finalement là, tu vois, on fait Radio Cafpo, on invente tout ça, putain, on essaye quoi. Mais il n'empêche qu'il manque là le commun et de regarder l'autre pleurer ou l'autre rire et de dire putain, t'as vu ça, c'était trop beau, ouais, clair. Et donc c'est pour ça que là on arrive nous, enfin je dis nous, mais oui, non, je suis à une limite quoi. Ouais. C'est bon quoi, le distanciel, oui, ceux qui auront le plus de thunes, ils vont pouvoir nous proposer Culture Box sur France 2 avec Roselyne Bachelot qui vont dire combien c'est génial la culture. Mais il n'empêche que si on se réunit tous dans une salle de cinéma, c'est pour ça que je comprends pas Kassovitz, tu vois, quand il dit que les salles de cinéma c'est mort. Mais non mon gars, c'est pas mort, c'est pas possible. Et puis si le cinéma meurt très bien, il n'empêche qu'il y aura toujours des endroits où les gens se réunissent, où on va avoir besoin de se réunir pour vibrer ensemble. Que ce soit sur le plus bel essai du 15 de France devant les All Blacks, ou devant le plus bel air de Norma à l'opéra, ou devant le plus beau, la plus belle scène du balcon de Roméo et Juliette, quoi. Bien sûr. Je veux chialer à la mort de Cyrano, quoi. Ouais, et puis comme tu dis, et se pas tout retrouver seul avec chez moi. Je veux chialer à côté de gens en ayant un peu honte de chialer, en essayant que personne ne le voit, et que, tu vois, mais en sachant que putain, Roxane, mais t'as rien compris, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Mais complètement, et je crois que vous répondez bien à la question là-dessus, sur comment est-ce que ça va. C'est que ça commence à bien faire surtout. Oui, voilà. Et c'est un ras-le-bol, c'est-à-dire que je pense que les structures culturelles aujourd'hui sont tout à fait capables de rebondir et tout à fait capables de proposer du contenu à ces publics et de garder du lien, mais ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est la raison d'être de ces lieux, c'est le fait d'être ensemble. Donc je suis très content de vous entendre dire ça, et c'est intéressant, je trouve, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre des personnes qui travaillent vraiment dans ces métiers-là, qui opèrent tous les jours à créer ce lien et à le retrouver, et qui ne perdent pas foi en ce lien.
C'est ça, la culture, c'est du commun. C'est ça, c'est fondamental, c'est du commun, c'est de l'être ensemble. Et à partir du moment où c'est ça qu'on empêche, c'est gravissime, quoi. Où le seul commun qu'on propose, c'est le commun religieux ou le commun commercial, c'est un signe des temps qui est gravissime. En tout cas, ça n'a pas empêché la Cave Poésie de faire plein de belles choses. Je pense par exemple à Don Quichotte, à la lecture de Don Quichotte qui a eu lieu. C'était un énorme marathon. On parlait des marathons juste avant que tu arrives. Et ça me permet éventuellement aussi de rebondir sur Love Me Tender qui a lieu ce week-end. Et est-ce que Hugo, tu veux introduire Love Me Tender ? Mais oui, avec grand plaisir. Ça serait super. Love Me Tender, le principe à la base, je te fais le truc à la base. Le pitch, fais-moi le pitch. C'est un marathon de lecture, pareil. Et c'est donc 24 heures non-stop de lecture de lettres d'amour en direct à la radio. Donc sur la web radio Radio Cavpo et retransmis sur FMR, Radio Canal Sud, Radio Campus, Radio Air de Temps, Radio Octopus. Putain, j'en ai pas oublié une seule. Radio Fil de l'eau. Radio Fil de Radio l'eau. Fil de l'eau, ouais. Je savais. Et donc c'est un marathon de lecture, donc pendant 24 heures, des artistes se passent derrière le micro et lisent des correspondances d'amour, des chansons d'amour, des déclarations d'amour. Et alors cette matière textuelle, vous la sortez d'où ? C'est des textes, c'est des gens qui ont écrit ces textes, c'est forcément des gens qui ont écrit un texte, mais je veux dire, est-ce que c'est des gens du public qui ont écrit, est-ce que c'est des gens inconnus qui ont écrit des textes, ou est-ce que c'est que des textes d'auteurs ? Alors c'est pour les prestations en tout cas qui auront lieu ce week-end-là, c'est des textes d'auteurs, donc des correspondances mythiques, il y aura du Kafka, du Proust, de Higelin, plein de choses. Et il y a aussi, on fait des appels à lecteurs, donc on donne un moyen aussi au public de participer. Là pour l'occasion, on a créé un format qui s'appelle le coup de foudre, c'est des petites prestations de 5 minutes qui viendront se caler là, entre les grandes prestations. D'accord. Et donc là, c'est le public à carte blanche, un peu en fait comme pour la pleine lune, quoi. Tu vois. Ouais. Donc ils nous ont envoyé leurs enregistrements. Je sais pas, si tu as envie de faire ta déclaration d'amour à ta grand-mère, tu peux, et on diffusera sur Radio Cavpo. C'est génial. Ouais. Il y a des poèmes, des chansons. Des chansons, il y a vraiment de tout. C'est vraiment pluridisciplinaire. Et vous accueillez combien d'artistes sur cet événement ? Bon, je pense qu'il doit y avoir une trentaine. Oui, ça peut être globalement. Il y a pas une un problème. trentaine. Ce n'est pas le journal, c'est le programme que j'ai sous les yeux. Non, je pense que tu vois, 30-40 quoi. 30-40, je pense. 30-40 artistes. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et alors, est-ce que vous, en tant que lieu, vous avez des recommandations particulières par rapport aux artistes ? Est-ce que vous avez, je sais pas, une ligne directive que vous leur imposez ? Ou est-ce que c'est plutôt libre pour les artistes d'interprétation, de choix de texte ? Est-ce que c'est vous ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est les deux en fait, c'est-à-dire que bon, il y a des. Alors cette année c'est un peu particulier parce que c'est les 10 ans. Donc en fait, on aurait aimé fêter ça autrement, mais bon là, voilà, on le fête sur 2 jours finalement. Ça tombe bien, c'était un week-end, le 13-14. Donc on est allé chercher des correspondances qui avaient été lues depuis 10 ans, comme par exemple Hugo parlait des lettres d'un soldat de 20 ans d'Higelin. Ça, c'est la toute première correspondance qui a été lue lors de la toute première édition de Love Me Tender, 9h du matin, en 2012, bam, on a lu ça. Donc, vous avez repris un peu des moments nostalgiques de tout le parcours de Love Me Tender jusqu'à aujourd'hui. Des textes qui ont été lus à l'époque, qu'on n'a pas repris depuis. Ouais. Et là, c'est une occasion de les reparcourir et de le filer à des artistes aujourd'hui, voir ce qu'ils en font. Mais à partir du moment où on trouve l'artiste adéquat pour le texte, après l'artiste, il en fait ce qu'il veut. Bon, on essaye toujours que ce soit des formes hybrides, des lectures à plusieurs voix, des lectures concerts, des lectures chantées, voilà, plus qu'une lecture à voix nue toute simple. Mais à partir de là, chacun est assez libre. Voilà. L'idée, c'est vraiment de trouver le bon artiste avec le bon texte. Et à partir du moment où on a trouvé ça, où il y a résonance, où on arrive à créer la résonance, bon ben, ok. Maintenant, c'est à l'autre de faire le taf, quoi. Ouais, bien sûr. Et en même temps, c'est aussi, pour avoir enregistré sur Don Quichotte, c'est aussi une vraie liberté qui est très agréable en tant qu'artiste. C'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un qui puisse en parler ici, mais je sais que
me concernant, étant comédien, j'avais trouvé ça très agréable de travailler avec un musicien, justement d'avoir cette marge de liberté et en même temps d'être dans une rencontre et d'être vraiment dans un choix de texte, etc. Enfin, en tant que comédien, moi, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je sais aussi que les formats radiophoniques sont un autre panel des acteurs qui est très agréable aussi à développer. Donc je pense que pour beaucoup de comédiens qui viennent chez vous pour faire ça, c'est peut-être leur première fois en radio. Et c'est peut-être leur première fois en format audio. Et c'est vrai que c'est des expériences super pour des acteurs que vous leur offrez. Effectivement, et c'est... Bon, alors, là, et aux spectateurs aussi, par la même occasion, du coup, pardon. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, parce que là, il n'y a pas de public. Mais ce qui est bien dans Love Me Tender, c'est que les gens, ils viennent autant écouter Lettres d'amour que voir une émission de radio en train de se faire. Enfin, on n'a pas de public, on a et ce qui est... quelques personnes quand même. Pas du tout, on est tout à fait respectueux là, on est d'ailleurs dans des distances Covid tout à fait On a le masque. et il n'y a personne dans la salle. Le plan à 2 étages. Dire, dans la salle, non. Par contre, il y a des gens qui nous regardent derrière leur écran. Ah, mais voilà, tout à fait. mais s'il y avait du public, quand il y a du public pour Love Me Tender, ce que les gens ils aiment, c'est aussi le moment où à l'antenne, il y a de la musique, il y a des jingles qui passent, vous êtes bien sur Radio Carpo, tout va très bien. Ça, ils n'entendent pas, mais ils savent que ça se passe. Mais ici, c'est bon, t'as bien branché le micro, attention, l'antenne, c'est dans 4 secondes, là, 30 secondes, c'est bon, tu y es. Non, putain, ton micro, attendez, chut, c'est bon, on y retourne. Bonjour, alors là, on continue, une lettre d'amour avec... Nanana. C'est comme les plateaux télé. Voilà, avec ces hauts et ces bas, quoi. Et c'est ça qui est super à vivre, et qui est hyper cool pour ceux qui lisent, parce qu'il n'y a rien à donner à voir. On vient comme ça, c'est bon, on ne connaît pas le texte, mais il n'y a aucun souci, on est là pour faire une lecture. Et finalement, le seul rapport qui m'intéresse, c'est moi et ce micro, quoi. C'est pas est-ce que toi tu vas rire, est-ce qu'une autre va réagir, non. Je suis pas là pour avoir la réaction de la salle. Complètement. Je suis là pour parler, pour me projeter dans un imaginaire poétique incroyable, et je parle à une personne qui est peut-être dans son bain, là, nue, avec de la mousse, et qui est en train de m'écouter. Et c'est ce que tu disais sur la radio, c'est cet univers que tu crées. Complètement. Et ce qui est génial, c'est que c'est un espace de poésie dingue, c'est-à-dire que potentiellement, là, mais c'est pareil sur Twitch, quoi. Il y a peut-être quelqu'un aux toilettes en ce moment. Personne. Ouais. Oui, peut-être qu'il n'y a personne qui écoute. Oui, ils sont peut-être tous en train de faire la télé. Je peux être en train de rêver et de me dire qu'il y a quelqu'un en Ouganda qui est en train de regarder cette chaîne Twitch et qui se dit tiens, la cave poésie, j'irai bien à Toulouse la prochaine fois qu'il n'y aura pas de Covid. Et j'irai à la cave. Ce serait super que ça permette ça. Et sur Love Me Tender, c'est ça en fait. Par exemple, il y a eu une fois où on a accueilli des élèves du Dilami. Le Dilami, c'est une section à la fac du Mirail de primo-arrivants, réfugiés, sans papier, qui apprennent le français. Et on les a fait venir pour Love Me Tender. Ils avaient eu un exercice d'écriture que leur prof leur avait fait faire. Alors bon, c'était très simple, c'était Francis Cabrel, hein, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Donc la pratique des temps, qui pour nous est cool, mais pour quelqu'un qui apprend qui apprend une langue, ben, c'est difficile, quoi. Donc ils avaient dû écrire des lettres d'amour au passé, au présent, au futur. Et ce qui était génial, donc ils en avaient écrit une qu'ils lisaient collectivement. Et ce qui était génial, c'est qu'après au micro, ils sont tous passés, et dans leur langue, ils se sont mis à parler d'amour et aux gens qui écoutaient là-bas, quoi. Et là, putain, waouh, c'est plus la même, quoi. C'est plus la même. Parce que ces gens-là qui sont coupés de leur famille, peut-être ils sont avec un taxiphone à galérer, nanana, là, ils ont pu dire à leur famille, hey, tel jour, telle heure, tu m'écoutes sur tel site. Et je vais vous dire que je vous aime. Putain, et là... C'est beau. Ça rigole. Ça remet au centre, quoi, le pourquoi on fait les choses, là. Et là, ça rigole plus. Tu vois ? Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça aussi que je veux absolument mettre en lumière le travail de ce que c'est que la relation publique, parce que c'est quelque chose dont on parle très peu, c'est des métiers dont on parle très peu, mais qui sont tellement essentiels, justement, pour ce genre de cas. Même, j'ai fait pas mal d'actions dans des lycées, même des lycées agricoles, des choses comme ça. Amener du théâtre, amener un autre univers à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça, c'est beaucoup plus enrichissant à un endroit. Et il y a une vraie nécessité là-dedans, et c'est là où on retrouve l'essence même de ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Donc je suis assez d'accord. Et du coup, je voulais aussi présenter un peu plus aussi ton métier, Clémentine, à la Cave Poésie, parce que c'est vrai que la communication, c'est un grand mot, mais concrètement, toi, dans un lieu comme la Cave Poésie,
ça se présente comment? Par exemple, autour de Love Me Tender, toi, comment est-ce que tu communiques autour de ça? Avec qui tu travailles, etc. Ce serait intéressant de savoir. C'est vrai que c'est un métier en général, les gens, ils savent pas trop. Quand je leur dis que je suis chargée de communication, ils me disent mais en fait, il faut s'imaginer que c'est un peu préparer tous les éléments qui vont faire que le public voit ce qui se passe. Donc ça peut aller, ça va des réseaux sociaux, par exemple, de l'événement Facebook aux affiches, en passant par en amont la création du programme, etc. Et typiquement sur Love Me Tender, moi je m'occupe de créer le flyer. Qui est très joli. Magnifique. Avec le avec de la Marseillaise, on aime beaucoup. Voilà, donc il y a la création du flyer, il y a toute la mise à jour du site internet, la maintenance des réseaux sociaux, etc. Tout ça. Et toi, à l'intérieur de ça, comment est-ce que ton investissement sur chaque projet est à chaque fois renouvelé? Ou est-ce que c'est toujours à peu près les mêmes systématiques? Ou est-ce que c'est à chaque fois des façons différentes justement de communiquer autour de ces événements? Non, ça dépend à chaque fois. Disons qu'il y a un peu la communication que moi j'appelle quotidienne, alors, en parlant hors Covid, mais des spectacles qu'on accueille tout au long de la saison, donc chaque semaine, où là je vais avoir un peu la même stratégie. Donc à chaque fois c'est différent quand même parce que ça dépend des spectacles, mais où j'ai un peu la même stratégie et où j'y mets la même énergie. Et ensuite, sur les événements dont on parlait, par exemple les marathons ou les plus gros événements, là, ça demande de déployer quand même des moyens un peu différents, de travailler parfois avec des partenaires en achetant par exemple des espaces pub, ou de travailler par exemple avec Tisséo pour faire apparaître la pub dans le bus, des choses comme ça. Ça demande des actions de communication un peu plus particulières, effectivement, et plus d'énergie, ou par exemple avec la presse aussi, de rédiger des communiqués plus particuliers, de se mettre en contact avec la presse. Bien sûr. Parce que là, par exemple, pour Love Me Tender, c'est un événement particulier à la Saint-Valentin, donc ça tourne autour de l'amour, tout ça. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des thématiques, forcément, j'imagine, dans la communication, on est obligé de réfléchir à tout ça, à comment est-ce qu'on va en parler aux gens. Et même, je sais pas, toi, par exemple, sur les coups de foudre, c'est ça? C'est ça. Sur les coups de foudre, je sais pas comment ça se passe, est-ce que le contact avec le public, c'est toi qui reçois tous les coups de foudre, par exemple? Ou est-ce que c'est... Non, pas du tout, pour le coup, c'est Hugo qui a tout reçu. C'est Hugo qui a tout reçu. Okay, c'est lui. Nous, on s'est occupés en fait tous les deux de l'appel à lecteurs. Et ensuite, c'est Hugo qui s'est occupé de rassembler tous les coups de foudre, de tous les écouter, pour savoir, pour aussi que ça ait du sens dans la programmation, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre et où, qu'est-ce qui va bien ensemble ou pas, et voilà, de coordonner tout ça. Et toi, Hugo, tu peux nous parler un petit peu du coup, toi, de ce que tu as fait concrètement pour l'événement, comment ça s'est passé, toi, le temps que tu as passé justement à sélectionner ou à écouter tous ces textes, ça doit être écoute, assez intéressant. Ouais, surtout qu'après l'appel à lecteurs, en fait, on a eu pas mal de participants, enfin de gens qui voulaient participer, quoi. Et du coup, en fait, on a créé le coup de foot justement pour ça, parce que pour faire participer tout le monde, quoi. Tu vois, parce que des petits formats de 5 minutes, bon voilà, c'est faisable, chacun s'enregistre, nous envoie le truc, quoi. Ouais, et puis il doit y avoir une authenticité aussi dans ces petits coups de foudre. Ouais, c'est ça, la qualité audio est parfois pas top, on est obligé de refaire un peu de montage audio, voilà, ça, exactement. Mais oui, voilà, je me suis occupé d'écouter déjà tous ces coups de foudre, comme disait Clémentine, d'essayer de voir où les caler, tu vois. Je vais pas caler dans un coup de foudre un truc érotique, tu vois, dès 9h du matin, après quelque chose de romantique, tu vois, ça n'a pas de... Tiens, d'ailleurs, tu as abordé l'heure, mais comment on vient écouter Love Me Tender à partir de ce week-end? Alors, on ne vient pas écouter. Comment on écoute Love Me Tender ce week-end? Comment on écoute Love Me Tender? Alors, on peut l'écouter sur Radio CAFPO et sur toutes les radios que j'ai citées tout à l'heure, mais je vais les reciter parce que c'est important. FMR, Radio Canal Sud, Radio Campus, Radio Fil de l'Eau, Radio Air de Temps. Radio Octopus. Radio Octopus. C'est incroyable. Et donc, c'est écoutable de 10h le samedi, demain 10h, jusqu'à dimanche à 20h. Le direct se passe le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 20h. En fait, toute la nuit, on va continuer à diffuser des podcasts d'émissions précédentes ou alors des enregistrements faits pour l'occasion, des artistes qui ne pouvaient pas être là, qui nous ont donc envoyé leurs prestations. Du coup, en fait, Covid, mais on a au final encore plus de temps d'antenne pour Love Me Tender, quoi. D'accord. Et vous pouvez écouter tout ça sur cave-poésie.com. Oui. C'est le site de la cave. C'est hyper simple.
Mais finalement, tu vois, par rapport à ta question, on est tous sur des temporalités différentes. Bah ouais. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, à la base, bon, on va être tous les deux. Mhm. Où nous, on va rêver une édition. Mm. On va dire, ah ben tiens, il pourrait y avoir ça. Ah, un tel, il a dit, ah ouais, c'est génial, putain, un tel, il fait ça. Ouais, d'accord, ok. Et donc, on va élaborer une programmation. D'accord ? Après, en deuxième temps, il y a Clémentine qui va arriver, où on va lui passer le bébé en lui disant, bon, alors cette année, la couleur, ça va être ça. Bon, écoute, là, c'est le Covid, on pense qu'il faut que ce soit sucré, quoi. Il faut que ce soit, qu'on se fasse du bien. C'est bon, on va pas se prendre des amours sadiques. Donc, non, non, mais tu vois, ça pourrait. Là, bon, bien qu'il y en ait. mais il y en a quand même qui ont résisté, tu vois, au milieu de ces lectures, il y en a qui ont bon. Mais on a essayé quand même, voilà, des amours romantiques, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, ah ouais, ben, on est allé rechercher le visuel enfin, Je vais le remontrer un peu plus. on est allé rechercher le visuel de Fabienne Hiver, qui un jour a eu, alors on a un débat pour savoir si c'est une vraie ou si c'est faux, mais cette On a envie tranche de croire que c'est vrai quand même. on pense que c'est vrai, cette tranche de mortadelle où en fait il y a un morceau de viande au milieu qui, le hasard a fait que c'était un cœur. Et elle a rajouté dessous, dites-le avec de la mortadelle. Et c'est super drôle, c'est hyper tendre. Donc voilà, elle le prend et elle fait ça. Et ensuite, en troisième, tu vois, à côté de nous, il pourrait y avoir Ifa O'Connell, qui est la régisseuse, qui elle récupère en troisième temps, qui dit, ok les gars, bon, vous avez rêvé votre truc, ok, donc maintenant c'est elle de le rendre possible techniquement. Donc là, elle est au téléphone avec tous les artistes, ou tous les lecteurs, lectrices, en disant, mais toi, t'as besoin de quoi? Ok, c'est comme ça, ah, mais là, je vais avoir un problème, non. Et il pourrait y avoir une cinquième personne, enfin, on est 4 là, mais bon, bref, une autre personne encore, qui est le réalisateur radio, Philippe Pité ou Marc Lazzaro, qui eux vont être aux manettes là et qui vont mettre en onde. Et donc, qui vont avoir le casque pendant les 24 heures, envoyer les jingles quand il faut, passer l'antenne, etc. Et finalement, dans notre travail, on est tous décalés. D'accord. Ouais, vous travaillez jamais sur les mêmes temps, quoi. Non, pas du tout, ouais. Parce que, bon, normalement, si j'étais pas en pleine dépression, je devrais être en train de rêver la saison prochaine. Mon boulot à moi, c'est le grand drame que j'imagine tous mes collègues vivent en ce moment. Mon boulot à moi, c'est de prévoir. Sauf que là, je vois rien. Je suis même pas capable de voir demain, tu vois. Alors voir dans un an, c'est terrible. Mais normalement, mon boulot, c'est ça, je prévois. Donc là, ah ouais, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Et ça, je le mature, je le porte, je l'ai vraiment en gestation jusqu'à l'accoucher, et je le file à Clémentine. Et Clémentine, elle va, le mettre en forme au niveau de la com, oui, tout à fait. Enfin, le donner... Le donner à voir, le donner en à fait. lire. Le donner à lire. Tout ça. Traduire aussi ce Sous que toutes toi, ses tu as formes. voulu mettre dans ce projet. Et ensuite, ben, il y a ma collègue Ifa qui, elle, ensuite va le récupérer dans un troisième temps pour appeler les artistes, voir la salle, nanana. Et je te dirais que dans un quatrième temps, il y a Jean-Noël Valkoviak, qui est notre collègue, qui lui va prendre l'après, quand il va falloir faire signer les contrats, payer les gens, etc. etc. Et Gisèle Etoa, qui est au milieu, qui elle est à la billetterie, qui elle, pour le coup, elle est à l'instant T. Ouais. Tu vois, au moment où on accueille, bonjour, clac, super, Ouais. paf, tu vois. Elle vit l'accouchement, elle. Voilà. Enfin, elle voit si le bébé est beau. Voilà, c'est ça. S'il est, voilà, plutôt, tu vois. Et il y a... C'est la sage-femme. C'est la sage-femme. Et il y a notre dernière collègue, Emma Cotino, qui elle essaye, son boulot c'est d'essayer que les parents viennent voir l'enfant qui vient de naître et amènent des fleurs. Elle est dans de la médiation, donc elle va chercher le public pour qu'ils viennent voir le bébé et que lui disent oh, regardez comme il est beau. changer de cadeau, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais c'est intéressant C'est d'entendre ça beaucoup, parce que c'est vrai que c'est des chemins organisationnels, je sais pas si ça se dit, dont on parle rarement en fait dans les structures de spectacle vivant. Et je trouve ça génial de voir qu'il
effectivement, une équipe est obligée de toute façon de s'organiser pour rêver un lieu, pour rêver l'accueil du public, pour être justement aussi en contact avec des artistes qui eux aussi rêvent des choses et eux aussi ont des ambitions. Comment est-ce qu'on lie ça les unes aux autres? Et c'est vrai que c'est... surtout dans des salles comme la Cave Poésie, je trouve que c'est quelque chose qui ressort particulièrement parce que c'est justement en plus petit comité. On se sent plus vite accueilli, c'est plus familial aussi. Il y a quelque chose de ça que je trouve intéressant à mettre en avant. Voilà. En fait, nous, notre boulot, il y a une phrase comme ça, c'est, je considère, tu vois, quand on fait une programmation, finalement, le taf, c'est rassembler ce qui était pas. C'est-à-dire que nous, en fait, on va recevoir les envies de plein d'artistes. Ah, moi je travaille là-dessus, moi je travaille là. Et chaque artiste persuadé de son unicité, de sa part. Et en fait, toi, tu es à côté, et en fait, tu reçois plein de... Voilà. Et le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est l'année dernière et cette année, bon, à chaque fois on n'a pas pu le faire, mais on va y arriver. On a proposé un cycle qu'on a appelé Féminin pluriel, masculin singulier. Oui, j'ai vu ça sur... Ce cycle, tu vois, c'est pas moi qui me suis levé un matin en me disant « Ouais, j'ai envie de bosser là-dessus et on va l'appeler comme ça ». Pas du tout. En fait, c'est que j'ai eu le collectif Feu qui est venu, qui a proposé son installation. À côté de ça, il y a le groupe Vanda qui a proposé une adaptation de l'origine du monde. À côté de ça, il y avait... mince, comment il s'appelle? Bon, je ne sais plus. Différentes... En tous les cas, la réalité, c'est qu'il y avait différents collectifs féminins qui travaillaient sur la problématique du féminin, du social, du politique à Toulouse en ce moment. Et moi, mon seul taf, ça a été de m'en rendre compte et de dire ok, donc là, on va rassembler ce qui n'était pas, on va faire une unité et on va le mettre en lumière. Et s'il y a quelqu'un qui prend le programme de la cave dans 100 ans, d'aujourd'hui, il pourra dire bon ben ok, une problématique des artistes toulousains en 2020, c'était la question du féminin. Clairement. Tu vois ? Après, moi, j'arrive en tant que mec. Et je me dis, bon, ok, mais et nous alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là-dessus, à la base, le cycle, c'était juste mettre en avant la création féminine. Et puis là-dessus, je me suis posé la question de notre responsabilité, de notre engagement, nous, en tant que mecs, sur cette question-là. Et ben, hyper difficile de trouver. Parce que les mecs, comédiens, enfin artistes, ne s'emparent pas de ce sujet-là. Il n'y a que les filles là, qui sont en tête de proue. Mais il y a quand même des mecs qui s'interrogent. Donc, paf, ok, on est allé chercher un ou deux spectacles, enfin les deux seuls spectacles qu'on a trouvés, une compagnie de Marseille, le détachement international du Muerto Coco, ils faisaient une création, danser dans mon salon sans me poser de questions. C'est un mec qui interroge qu'est-ce que c'est la virilité. Ok, et là-dessus, on parle d'un artiste trans qui s'appelle Mika Pagna et qui est en transition, qui est une femme qui est transitée vers un corps d'homme. Qui a déjà vécu sa transition. Voilà. Mais qui est toujours en mouvement. Ok ? Et je discute avec lui. Et je pense à mon cycle. Féminin, masculin. Et je me dis, mais en fait, toi là-dedans, en fait, je te ramène dans du binaire, alors que toi, tu ne cesses d'en sortir, tu ne cesses d'être ailleurs. Et lui, il est vraiment très clair là-dessus. Ça ne le dérange pas du tout. Tu vois, je ne l'ai pas insulté en ça, mais... Et c'est lui qui me fait aboutir le fait de dire, mais féminin pluriel et masculin singulier, point d'interrogation. Tu vois ? Et là-dessus, je me dis, putain, mais je connais une artiste qui, elle, c'est l'inverse. C'était un mec, il a fait la transition et elle a monté un spectacle où elle raconte ça. Le trottoir d'en face, ça s'appelle. Et elle parle de ce personnage, justement, qui traverse le trottoir. D'accord. Tu vois ? Et là-dessus, finalement, ce cycle qui devait être... qui devait rendre compte de la création féminine, devient finalement une interrogation sur les questions de genre. Mais ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Ce n'est que... Je n'ai fait que rassembler des choses, des initiatives qu'il y avait aujourd'hui à Toulouse. Et finalement, c'est une réelle actualité.
Alors évidemment, on est là dans le MeToo, MeToo gay, MeToo inceste, toutes ces choses-là, tous ces courants-là. Finalement, notre taf à nous, ce n'est que de mettre en lumière ce qui existe là et d'avoir juste l'intelligence de le rassembler. De dire, attends, mais tout ça, ça fait sens. Regarde, en fait, il y a un sens au-dessus de toutes ces créations-là. Et c'est une problématique sociétale que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ça, faire une programmation. Tu vois, c'est donner du sens à toutes ces choses qui sont éparses, les rassembler et dire, voilà. Ouais, et je trouve que cet exemple illustre bien en fait tout ce qu'on s'est dit jusque-là, c'est du coup de la CAFPO et de ses ambitions et de ses rêves et de ses projets de continuer à créer et à faire des choses et à toucher les gens et à avoir une valeur universelle en fait. C'est ça que j'entends aussi dans le discours, c'est d'essayer, en tout cas, d'avoir une valeur qui essaie de toucher le plus de monde possible et qui essaie de s'ancrer dans le réel de ce qu'on vit aujourd'hui ou de ce que les humains vivent aujourd'hui, ou en tout cas notre société. Et donc je trouve ça... Donner à penser... Notre taf, le taf des politiques, c'est d'apporter des réponses. Le taf des artistes, c'est de poser des questions. Et souvent, là où on se trompe, c'est qu'on demande aux artistes d'apporter des réponses. Mais non, si je t'apporte des réponses, c'est que moi, je suis un politique. Donc, moi, mon boulot, c'est de venir poser des questions. Alors, moi, je le fais via une programmation, où je programme des artistes qui, eux, posent les leurs. Mais moi, je vais rajouter la mienne sur celle que posent les artistes. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. C'est exactement, par exemple, là, sur Love Me Tender, une préoccupation qu'on a eue, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'ici, à Toulouse, on a un maire qui a défilé à la Manif pour tous, quand même. Bon, ben, une programmation où on va donner à entendre Marcel Proust. Et Marcel Proust, il n'écrit pas à Mademoiselle Albertine, hein. Il écrit à Reynaldo Hahn, qui est son chauffeur. Ou on va lire Elvira, un recueil d'Elvira Sastre, qui est une super... Elvira Sastre, j'imagine, avec l'accent espagnol. C'est comment déjà ? La meilleure chose que La plus belle chose que j'ai faite pour moi. Voilà, la plus belle chose que j'ai faite pour moi, qui est un recueil qui vient juste de sortir. Là, je crois qu'elle a 29 ballets. Bon, c'est pas la poésie du siècle, mais non, mais c'est vrai, enfin, bon, il faut le dire, c'est pas le truc révolutionnaire, mais voilà, une jeune autrice espagnole, et là, elle raconte un amour lesbien, elle vient de se faire quitter par sa copine, et comment elle fait pour survivre à ça. Et donc, c'était important qu'on donne à entendre tous ces amours-là. Et alors bon, on s'est rendu compte qu'un amour qu'on n'a jamais traité, alors ça, il faudra le faire... La prochaine fois, tu vois, c'est les amours incestueux entre un frère et une sœur. Je croyais que tu allais dire avec les animaux. Non, mais ça pourrait, mais on n'a pas le consentement de l'animal. Mais tu vois, un truc qu'on n'a jamais abordé, c'est ça. Alors, ça s'appelle les amours adelphiques. ADELPHIQUE. Je savais même pas. Dans la littérature, il y a plein de choses là-dessus. Et ouais. Lolita, déjà, rien que ça. Ah non, là, t'es sûr. Ah oui, non, Lolita, pardon, Lolita, c'est pas du tout de l'inceste. Pardon. Je dis une bêtise. C'est pas de la pédophilie, mais bon, quand même. Je fais un très mauvais amalgame, désolé. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Mais non, si on reste sur des amours consentis, voilà, un amour incestueux entre un frère et une sœur, et là j'ai découvert qu'il y a un immense poète russe qui s'appelle Georges Trakl, et en fait, il était amoureux de sa sœur. Et ça a nourri complètement son œuvre avec un sentiment de culpabilité absolument infini. Et pourtant, c'était un amour qui était là. Et voilà. C'est pour ça aussi, par exemple, voilà, qu'on va donner à entendre une histoire incroyable, celle de Gabriel Russier. Vous connaissez, si vous aimez Aznavour, il a écrit une chanson qui s'appelle Mourir d'aimer. Mourir d'aimer. Bon, bref. Et... je fais très mal l'imitation de... Tu pourrais nous faire mais ouais, c'est pas ouf. Je suis meilleur pour Johnny Hallyday, mais ne me tentez pas. Alors, donc, chacun sa spécialité. Ouais. Cette nana, donc voilà, enseignante, quel âge elle avait ? 36 ans, 35 ans ? 32 ans alors qu'il en avait 16, je crois. Voilà.
Et c'était en 1900. Parce que toi, tu as vu le spectacle en entier. 68, ouais, 1967-1968. Ouais, 67-68. Et elle tient des cercles, elle est prof de français, elle tient des cercles de poésie avec ses élèves, donc c'est une pédagogie un peu particulière. Alors, elle les voit après les cours, chez elle, tu vois, elle tient des cercles de poésie. Et cette nana, donc Gabrielle et un de ses élèves, Christian, tombent littéralement amoureux en fait. Mais c'est un amour réciproque. Sauf que ça va pas du tout plaire aux parents de Christian, tu vois, qui vont porter plainte et tout. Bon, bref, elle se retrouve dans une espèce d'enfer, de descente aux enfers, tu vois, et elle va finir par se suicider, quoi. En prison. En prison. Enfin, c'est une histoire. C'est... Lui, il est interné de force, je crois, dans un hôpital psychiatrique. Elle est en prison et en fait, à des moments, elle sort de prison et en fait, il s'enfuit un peu pour se voir parce qu'ils sont très amoureux. Et elle fait que re-être mise en prison et elle finit par se suicider, quoi. Mais quelque chose qu'elle avait annoncé dans des lettres, un peu à ses amis, quoi. Elle avait dit, moi, je peux plus vivre comme ça, et elle le dit, ça va finir en fait divers. Et du coup, c'est ça qu'ils reprennent, les artistes, c'est la trace écrite de ces lettres. Ils ont fait un spectacle, c'est le collectif V1, c'est un jeune collectif qui est à Montpellier et qui raconte ça. Et quand moi j'ai vu ce spectacle-là l'année dernière, enfin l'ébauche, la maquette de ce spectacle, mais bien sûr il faut le faire venir à la cave à ce moment-là, parce que c'est le récit d'un amour tragique, mais incroyable et fort, et il faut, voilà. Et ça pose des questions. Et ça pose des questions. Et donc voilà, c'est pour ça, effectivement on parlait de ça par rapport à la programmation, même sur Love Me Tender, on donne à entendre les amours. Et en dehors de la religion, en dehors du mariage, en dehors du carcan social, il y a un jeune, toi tu t'es passé par le TNT, aujourd'hui le Théâtre de la Cité, et justement il y a un jeune du Théâtre de la Cité là, qui est à l'Atelier Volant, non ça s'appelle plus l'Atelier Volant, non c'est l'Atelier Cité, voilà, qui donc c'est Quentin Rivet, qui nous contacte pour lire Les Amants tristes de Léo Ferré, quoi. Et ce que racontent les amants tristes, c'est ça. On dit dans ton quartier que tu as froid aux yeux, que tu mets des fichus de bande dessinée, que les gens te disent un peu comme tu veux. Tu vois, et en fait, on dit dans ton quartier que tu as froid aux yeux. Non, en fait, on dit dans ton quartier que tu as chaud au cul, quoi. Et que tu es une belle salope. Tu vois. Et en fait, les amants chez Ferré, ils sont oppressés par la société. Et ils vont fuir, ils vont être obligés de fuir la société. Parce que la société les juge, parce que la société est oppressante. Et c'est génial qu'un jeune de 20 ans, il écrive pour le dire, moi je voudrais lire Les Amants tristes, parce que c'est magnifique, c'est un amour sublime, de surréaliste, au sens sublime du surréalisme, tu vois. Et mais c'est triste, parce que ces amants font l'amour chez Ferré, c'est ça le problème de Ferré, c'est que les amants font l'amour et qu'il y a toujours l'après-orgasme. Et qu'on retombe dans la réalité et que les amants essayent de s'enfuir dans cette fusion. Tu vois, vraiment, c'est comme Péléas et Mélisande de Maeterlinck. Ils rejoignent les étoiles, ils ne font plus qu'un, quoi. Tu vois, Ferré, il est à fond dans le cunnilingus parce qu'il voudrait revenir dans le sexe de la femme, tu vois, comme ça. Ferré, il poétise la femme qui a ses règles. Justement, la femme, le moment où la femme ne peut pas enfanter, tu vois, où il va boire au sexe de la femme le vin de la vigne. Il va boire, il va manger dans le sexe de la femme l'hostie, il va recréer tout le parcours de l'Eucharistie, tu vois. Alors ça, pour les cathos, c'est absolument impossible, tu vois. C'est impossible, tu vois. Mais quand il chante cet extra, tu vois, cette touffe de noir Jésus, tu vois, il voit dans le sexe de la femme Jésus crucifié. Et là, évidemment, tu vois bien le gars qui a été marqué par ces années de trucs. Mais il inverse complètement le carcan religieux. Et carcan capitaliste. Parce que tout ça, ça marche ensemble, tu vois. Pourquoi il faut faire l'amour au moment où la femme est féconde? Parce qu'il faut produire. Il faut produire des enfants et qu'au contraire, l'acte sexuel, l'énergie amoureuse, c'est une énergie qui se perd, qui ne sert strictement à rien. Donc il faut la rendre utile. Donc il faut enfanter. Il faut produire. Et c'est pour ça qu'ils vont... l'Église va combattre les sorcières, parce que c'est la libération par la sexualité, c'est l'accès au divin par la sexualité, ce qui est impensable pour les cathos, et qu'au contraire, ils vont privilégier la prostituée,
la mettre, la laisser perdurer dans la ville, parce que c'est l'exemple de la déchéance par le sexe. Tu vois, et Ferré, justement, putain, entendre les amants tristes sur Love Me Tender, mais oui. Fuyons par l'amour, cette société qui nous oppresse, putain. Je t'aime, allez, viens, partons, tous les deux, là. Et on va venir écouter tout ça ce week-end. Et une dernière chose avant de terminer, parce que je pense qu'on a bien avancé et qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter certaines choses et tout ça, mais je crois qu'on a bien Moi, je veux parlé du rajouter une seule chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé pour Love Me Tender, c'est le téléphone rose. Ah ouais. génial. Tu vois, Incroyable. téléphone rose, donc très simple. À partir de demain, vous pourrez appeler sur le numéro de téléphone suivant. Attention, 07 69 03 19 63. Vas-y, répète. 07 69 03 19 63 pour donc nous laisser des messages d'amour, nous, pas forcément à Tu veux nous. qu'on te laisse un message d'amour, Hugo? On va J'aimerais t'envoyer bien. des messages d'amour. Voilà, pour laisser des messages d'amour à qui vous souhaitez laisser des messages d'amour. Super. Et on le diffusera sûrement. Ça me fait penser d'ailleurs aussi à l'initiative du Théâtre Sorano qui Oui. met en place aussi ce week-end, il faut aller voir sur leur site, ils mettent en place ce week-end à partir de 18h à minuit des appels téléphoniques chez les gens que vous souhaitez pour leur faire leur déclaration d'amour. C'est-à-dire qu'un comédien se met au service de votre déclaration d'amour pour l'être aimé et le Sorano vous propose de prendre en charge vos déclarations. Donc c'est aussi un événement autour de Tout la à fait. Saint-Valentin. Tout à fait. Et je voulais juste clôturer sur quelque chose, c'est un petit peu des recommandations, vous, que vous auriez, artistiques, des choses que vous avez vues et qu'on pourrait conseiller aux gens. Les gens Qu'on qu'on a aller vu voir. Mais même si aujourd'hui ce n'est qu'une série Netflix, ce que je veux dire c'est quelque chose ou un artiste qu'on va peut-être écouter ce week-end sur Love Me Tender ou peut-être sur un autre événement plus tard à la Cave Poésie. Est-ce que il y a quelque chose qui vous a marqué, voilà, même une chanson que en ce moment vous écoutez tous les jours, voilà, un Vu petit qu'on a- partage culturel. Vu qu'on en parlait tout à l'heure du collectif V1, leur spectacle Il faut dire, donc qui parle de l'histoire de Gabriel Russier, sera diffusé demain à 16h. Donc pour Love Me Tender. Super. Voilà, donc si vous voulez l'écouter, allez-y sans retenue. Très bien. Clémentine, tu as une recommandation? Je sais Une- pas. Un artiste que tu écoutes beaucoup en temps de dépression. Un super remède, un chanteur italien qui s'appelle Andrea Laszlo, Lazlo, de Simone. Andrea Laszlo de Simone, en italien. Et il a sorti pour le 31 décembre une chanson qui s'appelle Vivo. Et alors c'était un site éphémère qu'il a créé. Et en fait, ça a eu un tel succès qu'en fait, le site est toujours en ligne. Donc, vous avez cette chanson qui est bouleversante, qui est magnifique, qui passe en boucle. Et en fait, l'image, il a mis, en fait, vous pouvez sélectionner des webcams dans le monde entier et même dans l'espace. Et donc, c'est une chanson, mais tout smooth, vraiment qui vous berce, quoi. Et il interroge qu'est-ce que c'est vivre. Je vis, mais je ne sais pour quel motif. Sur la vacuité de la vie, en plus avec ce qu'on vit en ce moment, là, c'est ce truc-là. Et il chante ça, c'est d'une beauté absolue. Et sur ces images de webcam du monde entier, il y en a une, je suis resté bloqué pendant un quart d'heure à regarder un panda, je ne sais où, qui bougeait un œil parfois, il était en train de rêver. Et j'écoutais cette chanson qui tournait en boucle comme ça. Et alors je me suis mis à regarder ça avec les mecs qui étaient dans l'espace en train dans l'espace, en train de réparer la station internationale. Et t'es là et t'écoutes cette chanson et elle est ah putain, ça lave, fait du bien. ça lave. Andrea Laszlo de Simone, franchement Ouais. c'est génial. Clémentine, on n'a toujours pas entendu ta recommandation. T'es pas obligé, hein, si t'as pas envie. Si, mais une série que vous m'avez conseillée tous les deux, Narvalo, Ah ouais, ça c'est génial. c'est très drôle. Trop cool. Ça m'a sorti de ma dépression. Ouais. Ah ouais, voilà. Ah ouais, C'est ouais, drôle. Bon, bah c'est drôle. super. Eh ben, c'est bien. Narvalo, ah ouais. C'est ouais. l'histoire des Narvalo dans une cité, il leur arrive des galères et... C'est pas de C'est sur Mathieu quoi Long. qu'on peut voir ça? Ah, c'est sur. Bon, sur streaming. n'importe quel site de Sur streaming. n'importe quel C'est sur Mais non, Canal. mais c'est l'histoire d'une bande de potes
qui se racontent en fait leur pire galère. Tu vois, t'as la loose, et puis t'as le siphon de la loose. Et t'as la super loose. Et en fait, ils te racontent ça, et t'es là, tu te dis, mais non, mais il est bête. C'est ça. Mais Tu non, mets à leur place et tu Plus il raconte, et plus tu te dis non, ça peut pas aller aussi loin. Ça peut pas être pire. Et il raconte, et c'est pire. Et le truc, C'est c'est que trop ce n'est drôle que parce que ce sont des histoires vraies. Ouais. Sinon, tu y croirais pas, tu vois. Tu dis, bon, c'est trop. Mais non, comme la réalité dépasse toujours la fiction, tu vois. Et comme toi, en fait, le truc, c'est que tout le monde, tu vois, on s'est tous retrouvés en soirée avec quelqu'un qui te raconte un truc où t'es là, mais c'est pas possible. Et non, mais arrête, un pote qui y va à fond, et t'es là, putain, mais arrête. Tu vois pas que t'as la maf, tu vois pas que t'as la loose, mais pose-toi et arrête, quoi. Et en fait, non, tu vois. Et voilà, tu dois avoir 8 épisodes. Et c'est... Ça te dit, mais voilà, donc ça te fout bien la balade. Ouais, ça te fout bien la balade. Ça fait du bien. Ah ouais, Narvalo, putain, c'est Hugo qui nous l'a conseillé, c'était énorme. Ah ouais. Ah ouais. Je vais regarder ça. Avec plaisir. Bon, en tout cas, on était ravis de faire cette première émission des petits papiers avec vous. C'était chouette de vous avoir là. Et on reviendra peut-être aussi, parce que je t'ai entendu parler du grand parcours qui doit être fait sur l'Amérique du Sud et sur tous ces poètes. Ce serait peut-être intéressant aussi d'en parler, un de ces quatre, parce que je sais que tu es passionné par ça, par cette littérature-là. Donc c'est super de t'en entendre parler. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je pense qu'on va couper le stream. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.